En direct d'Hockenheim, voici Automoto spécial Grand Prix d'Allemagne de Formule 1. Schumacher est à la pointe de l'attaque. Hakkinen ne reste pas en défense. Au cœur de McLaren, l'histoire de l'écurie, les hommes qui la font, le tour du circuit avec David Coulthard. Hockenheim, une piste de moteur maxi et d'aileron mini. Tous sur la domination des flèches d'argent aux essais, le warm-up et la mouvementée course de Formule 3000 d'hier après-midi. Un tout petit peu de soleil dans l'eau froide, autant vous le dire tout de suite, la météo n'est absolument pas optimiste ici à Hockenheim. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Automoto, un Automoto spécial consacré naturellement au Grand Prix d'Allemagne et noblesse oblige à l'écurie McLaren Mercedes. Pierre Van Dijk. Voilà, comme dans chaque Automoto depuis le début de la saison, nous sommes dans une écurie et c'est McLaren Mercedes qui nous accueille à double titre. Évidemment, McLaren, les flèches d'argent dominent le championnat et puis Mercedes-Benz, le constructeur à l'étoile. Eh bien, Stuttgart n'est pas très éloigné de Hockenheim et pour eux, c'est un Grand Prix à domicile. C'est sans doute le Grand Prix le plus important de la saison pour McLaren dans leur bras de fer avec Ferrari pour le championnat. Alors justement, un bras de fer qui curieusement a commencé mercredi soir par un match de football. Regardez ça et écoutez Marc Minaille. C'était mercredi soir à Mannheim, devant 10 000 spectateurs payants. Schumacher participait à un match de football de charité au profit des enfants déshérités. L'équipe du champion allemand s'est imposée 6-4 avec 2 buts, notamment de Schumi. Lui aurait bien pu faire gardien de but. Et s'il avait joué face à son rival, peut-être aurait-il maîtrisé les attaques du Baron Rouge, comme il l'a fait dimanche dernier en Autriche, et de la plus belle façon qui soit. En s'imposant à Spielberg, Hakkinen s'est rassuré et a fait taire les mauvaises langues qui doutaient de lui. Avec 8 points d'avance, il ne peut toujours pas souffler, certes, mais il sait pouvoir compter ici sur l'engagement total de Mercedes. On l'a vu en Autriche, la Ferrari est solide. Quand son pilote surconduit, elle rallie quand même l'arrivée. Chez lui, Schumacher est poussé par son public. Il jauge sa monoplace à empattement long. Et plus important, la course d'équipe est désormais tolérée par la FIA. Irvine, qui a re-signé, peut donc, en toute quiétude, aider son leader à décrocher le titre. Il lui reste 6 courses pour y parvenir. La bagarre fait rage entre Ferrari et McLaren tout au long de l'été de ce championnat 1998 et ça va continuer à Hockenheim. Évidemment, McLaren et Ferrari, ce sont les deux plus anciennes écuries du championnat du monde. Ferrari la plus vieille naturellement, mais McLaren a déjà débuté en F1 il y a 32 ans déjà. Richard Micou va nous rappeler l'historique de cette écurie et ensuite Jean-Louis Moncet nous emmène dans cette forteresse. C'est le motorhome de Ron Dennis en personne. Grand Prix de Belgique 1968 à Spa. Bruce McLaren offre à l'équipe qu'il a fondée en 1963 sa première victoire en Formule 1. 6 ans plus tard, en 1974, McLaren est championne du monde des constructeurs et des pilotes avec Emerson Fittipaldi. À cette époque, Ron Dennis est à la tête d'une équipe qui engage des Formule 2 en championnat d'Europe depuis 1971. Après avoir fait confiance à Graham Hill, Dennis fait courir Patrick Depailler en 1975 et ce n'est qu'au début des années 80 que le Britannique s'associera avec McLaren. Une équipe qui entre-temps a de nouveau décroché un titre mondial pilote avec James Hunt en 1978 après le dernier Grand Prix de la saison au Japon, remporté par Mario Andretti. 1984, c'est le retour au premier plan de McLaren, grâce notamment au moteur TAC Porsche. Alain Prost s'impose à Estoril, mais c'est Niki Lauda qui est sacré champion du monde pour un demi-point. Prost prendra sa revanche l'année suivante. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour la première fois dans l'histoire du sport automobile français, Alain Prost devient champion du monde. Et bravo Alain Prost qui aujourd'hui fait de ce Grand Prix d'Europe une course historique. 1986, Prost est encore champion chez les pilotes, contrairement à McLaren coiffé sur le fil chez les constructeurs par Williams Honda. 1988, Ayrton Senna dispute sa première saison chez McLaren. Lui et son équipe seront champions du monde. C'est le début d'une grande aventure avec Honda. En 89, Senna et Prost se disputent encore le titre mondial. L'accrochage est historique et c'est Prost qui sera sacré champion après la disqualification de son équipier.
1990, Prost est parti chez Ferrari et c'est encore Senna qu'il retrouve face à lui. Le dénouement sur la piste est le même qu'en 89, mais pas sur les tablettes puisque c'est Senna qui obtient le titre. Et c'est encore à Suzuka l'année d'après, en 91, que le Brésilien décroche sa 3e couronne mondiale. Entre le retrait de Honda fin 92 et l'année de transition avec Ford, Senna s'imposera 8 fois, la dernière en date Adélaïde 93. 1994, l'unique année avec Peugeot se soldera par un échec avant l'arrivée de Mercedes en 95. Meilleur résultat de la saison, la 2e place d'Hakkinen au Japon. Fin 95, Prost débarque comme conseiller technique dans l'équipe avant de se tourner vers d'autres horizons. L'association McLaren-Mercedes, elle, commencera à payer au Grand Prix d'Australie 1997. Elle continuera ensuite à RS en fin de saison avec le doublé Hakkinen-Coulthard. Et depuis Melbourne 98, l'histoire se répète assez fréquemment. L'équipe McLaren qui tient le dessus du pavé en Formule 1 depuis de très longues années, comme on vient le voir. Ici, nous sommes dans la salle de repos des pilotes McLaren, à l'intérieur du motorhome de Ron Dennis. Alors, cette salle de repos comporte une douche, naturellement, un appareil de gymnastique pour se détendre. Vous voyez, les serviettes sont prêtes. Nous sommes ici dans un endroit extrêmement privé, interdit à toute personne étrangère au service en quelque sorte, un endroit extrêmement secret que Ron Dennis répugne à faire visiter, mais vous voyez que pour TF1, il l'a ouvert. Alors, on est sorti de la salle de repos des pilotes McLaren, donc Mika Hakkinen et David Coulthard, et maintenant, nous allons pénétrer dans le motorhome lui-même. Ici, il y a Anna Guerrier qui va nous ouvrir la porte. Anna, could you open the door for us, please? Voilà, c'est électronique comme vous pouvez le voir. Elle la bloque, merci. Et maintenant, voilà, on rentre. Et tout de suite, là, eh bien, c'est la cuisine. Tout le monde est en train de travailler. Regardez, les fours micro-ondes, tout ça, c'est nickel chrome, on va dire. Merci beaucoup. Et maintenant, on monte. Alors là, c'est encore plus privé, plus important et plus secret. Alors, on monte cette petite volée de marche. Vous voyez que c'est quand même un motorhome avec 2 étages. Et ici, tout de suite, à droite, eh bien, c'est le bureau de Ron Dennis. Alors, il l'a laissé ouvert gentiment pour nous, mais il ne veut absolument pas qu'on y pénètre. Alors, on va aller, eh bien, de ce côté-ci, où se tiennent, eh bien, tout simplement, les bureaux des ingénieurs. Vous voyez, chacun a son computer, chacun a son téléphone, chacun peut appeler ici des mesures venant des différents ordinateurs de l'écurie qui sont installés là-bas derrière nous, dans les stands. Et nous terminons cette visite toujours au 2e étage du motorhome McLaren. Vous voyez ici, nous sommes dans la salle de briefing avec ce rétroprojecteur, naturellement cet ordinateur et cette batterie de magnétoscope bien capable d'analyser toutes les séquences des essais et même de la course précédente. Alors vous voyez cette salle de briefing extrêmement confortable, téléphone partout, fauteuil électrique s'il vous plaît, vous voyez de quoi se décontracter également. Et bien là, dans le fond, ici, près de l'ordinateur, c'est le siège d'Adrian Newey. Adrian Newey que Yves Géniès a rencontré. Écouter les pilotes et leur accorder un maximum d'attention, c'est l'une des qualités d'Adrian Newey, un discret mais néanmoins génial concepteur des McLaren. Dès sa sortie de l'université, soit depuis 18 ans, il s'est lancé à corps perdu dans le sport automobile. J'essaie d'associer les 2 tâches, l'usine et le terrain. Il est très important de pouvoir comprendre les applications techniques sur le circuit, car si vous avez commis une erreur sur la planche à dessin, vous n'aurez pas une voiture performante en piste. Il faut donc du concret. Et moi, mon rôle, ma fonction, c'est de bien analyser et bien gérer cela. Après 6 ans de collaboration fructueuse et plusieurs titres, Adrian a quitté Williams. Il est le mieux placé pour parler des différences entre les 2 équipes. Il n'y a pas de grands changements. Les équipes sont similaires. La grosse différence vient de la manière dont elles sont dirigées, dans la philosophie. Williams, c'est surtout Frank et Patrick, avec les autres en dessous. Chez McLaren, on est tous au même niveau. Adrian occupe le poste de directeur technique chez McLaren, ce qu'il n'avait pas obtenu chez Williams, le tout assorti d'un salaire très confortable. Je suis vraiment heureux dans le métier que je fais. Généralement, quand on exerce une fonction, il y a toujours des frustrations. Pas chez moi. J'ai patienté longtemps avant d'obtenir enfin la place dont je rêvais. Je suis heureux actuellement. Il n'y a pas de raison que je change. Voilà pour ce portrait de Adrian Newey, le génial ingénieur de McLaren. David Coulthard, qui est avec nous maintenant, connaît bien Adrian Newey parce qu'il l'a connu comme ingénieur chez Williams et maintenant chez McLaren. David, quelle est votre opinion sur Adrian Newey, l'ingénieur avec lequel vous avez collaboré à la fois chez Williams et McLaren?
Clairement, cela semble un peu une coïncidence que les performances des Williams étaient brillantes avec Adrian et maintenant ce sont celles de McLaren. Nous étions déjà en phase ascendante et Adrian a renforcé la confiance de toute l'équipe des ingénieurs en les faisant croire en eux. C'est un type épatant, un très bon meneur d'hommes, mais aussi un grand timide. David, maintenant, vous allez nous emmener à la découverte de ce circuit d'Hockenheim. Et au fait, savez-vous qu'il fut construit pour servir de piste d'essai aux pilotes Mercedes, voici déjà longtemps? Ah non, je l'ignorais. Mais il s'agit d'un circuit que j'apprécie beaucoup. Là, nous sortons du dernier virage en utilisant toute la largeur de la piste pour débouler sur les lignes de départ. Le premier virage en troisième est très délicat. À l'entrée, car plutôt bosselé, il faut éviter les bordures. À la sortie, afin de bien prendre la vitesse dans la première ligne droite. Et là, c'est à fond. Il y a quelques mouvements latéraux. On le voit un peu à haute vitesse en raison des pneus sculptés cette année. On touche le sol aussi en freinant très fort pour la première chicane. En première vitesse. Et on se bat avec du survirage à la sortie avant de remonter les rapports. On atteint 350 km/h en vitesse de pointe. C'est donc assez impressionnant. L'approche de la deuxième chicane est très similaire avec un freinage puissant juste après le panneau 100 mètres. À nouveau en première dans une petite cuvette et toujours du survirage. Et on remonte deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Dans la ligne droite, malgré la vitesse, on a le temps de regarder le paysage et d'admirer les arbres. Voici la troisième chicane, encore un gros freinage. On escalade les bordures pour conserver la plus haute vitesse possible jusqu'au stadium. C'est une vision très agréable pour le pilote, car vous apercevez la foule et lorsque vous entrez dans le stadium, vous sentez la performance. Ce virage dans cette courbe, bordure encore à la sortie en troisième, et puis première dans l'épingle. On se bat beaucoup à la sortie, en glissade, sans motricité. Deuxième pour le dernier virage, du survirage à la sortie, en utilisant toute la piste et même davantage pour finir le tour. Merci pour ces détails, David. Alors, au fait, allez-vous enfin gagner une course? Vous avez été très malchanceux depuis ces derniers temps. J'ai quand même eu de la chance en Autriche grâce à la voiture de sécurité. Mais ce serait bien ici de remonter sur la plus haute marche du podium. Merci David, et ce circuit de Hockenheim très caractéristique méritait aussi bien entendu un sujet technique que nous présente maintenant Yves Géniès. Avec sa version de la F300 en empattement rallongé, par la pose d'une entretoise située entre le moteur et la boîte, Ferrari était attendu au tournant. Mais vendredi, l'équipe ne mettait pas tous ses œufs dans le même panier. Et seul le sieur Michael Schumacher disposait d'une version longue. Hockenheim étant un circuit rapide, fait essentiellement de lignes droites entrecoupées de chicanes, l'utilisation d'une telle version ne se justifiait peut-être pas. Après les essais, Michael restait prudent. Maintenant, on va bien observer les courbes de l'ordinateur et ensuite on prendra une décision. Et vos sensations? Moi, je n'ai rien ressenti de particulier. On ne peut pas dire comme ça si c'est bien ou non. Il faut faire des comparaisons. Finalement, peu satisfaite des résultats observés sur l'ordinateur, la Scuderia a décidé samedi matin de présenter 3 F300 identiques à l'empattement traditionnel. On l'a essayé à Monza, on a vu quelques avantages. On a essayé à Fiorano, on n'a pas trouvé grand-chose. C'était un autre circuit. On a dit, bon, on fait une voiture ici pour Michael et on va voir qu'est-ce que ça passe. On a vu qu'on n'avait pas un grand avantage par rapport à la voiture à empattement normal. À ce moment-là, avec la télémétrie, on a examiné que les voitures, le comportement, c'est presque pareil. En plus, la voiture, il y a des modifications techniques, mécaniques, que ça peut porter quelque chose sur la fiabilité. Alors, on n'a jamais fait un long run avec ça. On a décidé à rester sur la voiture classique. Voilà qui est clair de la part de la Scuderia, donc pas d'innovation révolutionnaire sur le plan technique pour ce Grand Prix d'Allemagne. Mais des voitures de plus en plus proches côté performance sur ce tracé ultra rapide, considéré comme un circuit de moteur avec des voitures quasiment dépourvues d'appui aérodynamique, équipées d'ailerons réduits à leur plus simple expression, mais toujours pilotées par des virtuoses du volant. Dans un instant, Automoto vous propose le résumé complet des essais et de la mouvementée course de F3000.
Retour en direct ici à Hockenheim pour la suite de cette automoto consacrée au Grand Prix d'Allemagne et à l'écurie McLaren Mercedes. Et c'est Marc Minardi qui nous plonge tout de suite au cœur de ce duel entre McLaren et Ferrari, arbitré, vous allez le voir, par Jordan Honda et par Williams Mecachrome. Voici les essais et les qualifications. Avant-hier, le soleil inonde le stadium et les supporters de Schumacher sont déjà là. Aux essais libres, ils voient leur idole tester sa Ferrari à empattement long, sans succès. La piste est plus bosselée que l'an dernier, mais Alesi et Hill s'illustrent. Ils ne sont précédés que par les flèches d'argent. Hier matin, sur sa F300 normale cette fois, Schumi part à la faute dans son premier tour. Panis se tire bien de ce choc, pas sa voiture. Et décidément, tous les favoris se font piéger. À la pause, Schumacher rentre à la corde et les ennuis continuent dès la reprise. Cette fois-ci, c'est la faute au moteur. Voici l'Allemand spectateur, notamment de son frère. Esteban Tuero en lâche son volant. Rosset détruit sa Tyrrell. Villeneuve se rappelle au bon souvenir de tous, comme Damon Hill, toujours là. Et cette fois, c'est Coulthard, le plus rapide des pilotes McLaren. Hier 13h, le public allemand fait la holla. On n'y voit que du rouge, n'en déplaise à Mercedes. Les spectateurs non, que pour Schumacher. Chez les Bleus, on fait grise mine. La voiture de Panis n'est pas réparée. Il va donc s'élancer sur le mulet. Olivier, qui signera dans ces conditions un bien modeste 16e chrono. En sortie de route ce matin, au premier tour, on n'a pas rangé les choses parce que j'ai détruit ma monocoque. Donc il y aura une autre voiture pour demain pour la course. Mais ça m'a fait perdre une demi-journée d'essai libre, donc c'est un peu difficile. Toujours côté français, Jean Alesi s'en sort mieux. Il a gagné 1 seconde, mais les gros bras aussi. Et le voici 11e. Toujours un côté de hargne au fond de moi, mais à un certain moment, je ne peux pas descendre la voiture pour la pousser. Tout cela paraît bien étranger aux McLaren Boys. Coulthard et Häkkinen voient ça de bien loin. L'aérodynamique de la McLaren doit faire merveille sur les longues lignes droites de Hockenheim, de même que son puissant moteur Mercedes, sous les yeux des grands patrons de la firme à l'étoile. Première tentative du Finlandais, et voilà le travail. Dans la foulée, Schumacher s'approche à 6/10 de seconde quand même, et Coulthard met tout le monde d'accord. Bonjour l'attaque. C'est 2/10 de mieux que son équipier. Lui devrait rester chez Jordan. Damon Hill, remotivé, pointe le bout du nez quand Eddie Irvine confirme que la Ferrari est décidément dominée sur ce circuit. Chez McLaren, on travaille dans la sérénité. Réglage de routine sur les flèches d'argent, aileron et suspension avant modifiées par petites touches. Ça tient souvent à pas grand-chose. Les affaires de Schumacher ne s'arrangent pas, en proie notamment à des problèmes de frein. L'Allemand rétrograde à la 5e place, alors que Villeneuve revit. Il pointe un instant en pole position. Pas assez pour la savourer, car revoici David Coulthard et Mika Häkkinen. En 30 secondes, la pole a changé 3 fois de main. De quoi rassurer les invités de l'écurie anglo-allemande. Dans leur luxueux motorhome, ils surveillent la progression des Jordan. À l'arrivée, Ralph sera 4e et Damon 5e. Je n'ai pas envie de faire des pronostics, mais ça me décevrait beaucoup de rentrer à la maison sans inscrire des points ici. Derrière les Jordan, c'est Irvine qui défend le mieux les couleurs Ferrari, car Schumacher, gêné ici par Diniz dans un tour rapide, fait savoir sa mauvaise humeur aux Brésiliens. Ça soulage, mais ça ne fait pas aller plus vite. L'idole locale partira 9e. On va travailler fort pour me ramener devant. Comment? Vous le verrez en course. Ralph n'est pas terrible au départ normalement et Damon s'endort, donc j'ai toutes mes chances. Devant l'Irlandais et les Jordan, donc, Villeneuve est de retour. Le champion en titre continue d'espérer. Le voici 3e. La voiture est quand même pilotable, je peux être agressif avec. C'est la première fois qu'à Hockenheim, je réussis à faire des tours assez rapides, donc je suis assez content.
Et en première ligne donc, les deux McLaren, Häkkinen devant Coulthard. L'Écossais trahi par son moteur va réussir à repartir in extremis sur le mulet grâce à la formidable organisation McLaren. « 9 minutes seulement entre la casse et le redépart, mais sans succès. C'est donc Häkkinen qui, une nouvelle fois, est en pole position. Il a même battu le meilleur temps de l'an dernier. J'aurais peut-être pu lutter pour la pole, mais pas sur le mulet. Alors on verra bien. Je pouvais voir des drapeaux McLaren et Mercedes un peu partout, plein de supporters finlandais. C'est cool, j'aime ça. 2 flèches d'argent, Villeneuve, et 2 frelons jaunes. Le départ promet. Irvine va peut-être pouvoir faire sa course. Les 2 Benetton sont en 4e ligne, Schumacher sur la 5e. Takagi, 15e temps, est le seul pilote Tyrrell à s'être qualifié. Rosset n'a même pas pu rouler. Voilà pourquoi ils ne sont que 21 au départ. Toujours en direct de Hockenheim avec Norbert Haug, le directeur de la compétition de Mercedes-Benz. Norbert, le circuit de Hockenheim est très typé pour les moteurs. C'est important, on sait que les flèches d'argent sont en première ligne. C'est important d'être performant, mais aussi d'être fiable, je crois. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment un circuit de puissance, de moteur. Près des 3/4 du temps, vous êtes à 100% sur l'accélérateur. Et à la fin des lignes droites, vous utilisez plus de régime que sur tous les autres circuits, particulièrement aux qualifications. C'est très important et très éprouvant pour les moteurs. Hier en qualif, David était 2e, Mika 1er. Vraiment, on a beaucoup travaillé. Alors bien sûr, le Grand Prix d'Allemagne est très important pour Mercedes, on l'imagine. Norbert, McLaren-Mercedes, la sauce a pris, mais ça a quand même pris 2 ou 3 ans avant de décrocher vos premiers succès. Ça a été difficile de convaincre votre directoire d'investir en Formule 1 aussi longtemps avant de gagner? Non, pas vraiment, je dois l'avouer. En fait, chacun veut gagner très vite le titre, c'est clair. Mais cette période est normale, de 3 ans, avant que vous puissiez gagner des courses et le titre. Nous avons gagné notre première course 2 ans après notre engagement. C'était 34 courses avant d'y parvenir. Quelquefois, c'était très dur d'accepter le résultat. Maintenant, nous sommes en première ligne. Et peut-être un premier championnat à la fin de l'année, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci Norbert Haug. Tout de suite, on fait le point sur le warm-up qui vient de se terminer ici à Hockenheim avec Yves Géniès. Une dernière séance d'essai libre qui s'est jouée dans des conditions assez fraîches, piste sèche à 24 degrés, air à 17. Après un tour avec sa voiture de course, Michael Schumacher a pris son mulet, réglé différemment, mais lui aussi chargé en essence. Même chose pour Mika Häkkinen. 9h37, Michael obtient une 47,493 et détrône son frère, détenteur du meilleur temps provisoire. Quelques instants plus tard, Coulthard améliore. 9h51, Ralf Schumacher lui ravit la vedette. Dans les dernières minutes, Mika Häkkinen, qui avait amélioré, bute sur Olivier Panis, 15e temps, et laisse finalement David Coulthard s'emparer de la meilleure performance. Voilà pour le warm-up, Jean-Louis. Merci Yves Géniès. Alors nous avons fait un bond de chez Mercedes jusque chez McLaren avec le célèbre Ron Dennis, le patron de la non moins célèbre écurie McLaren. Ron, you have announced yesterday vous avez annoncé hier que vous conservez Mika et David Coulthard en 99. Est-ce que c'est un choix logique ou le choix de l'amitié? Logique. Avec le bénéfice en plus de l'amitié, bien sûr. Mais nous gagnons actuellement dans notre équipe et nous considérons que c'est la meilleure solution, la meilleure base pour continuer. Gagner, c'est notre but, nous y parvenons, nous comptons continuer. À chaque Grand Prix, nous nous battons pour cela. Nos 2 pilotes étaient disponibles pour continuer avec nous. Ron, êtes-vous optimiste pour cet après-midi pour le Grand Prix, même s'il pleut? L'optimisme est une faiblesse, pas une force en Formule 1.
Nous sommes sur la première ligne de la grille. C'est déjà un premier point, que ce soit sec ou qu'il pleuve. Nous avons de très bons pneus pluie au cas où de Bridgestone, mais c'est dangereux sur un circuit de vitesse comme celui-ci. Car on atteint, vous avez vu en Formule 3000 hier, quelques situations dangereuses sous la pluie. Merci beaucoup, Ron Dennis. Thank you very much, Ron. Alors, donc, l'actualité, eh bien, c'était naturellement Hakkinen et Coulthard qui ont signé, vous le savez. C'était également la Formule 3000 hier après-midi dans des conditions absolument dramatiques. Vous allez voir cela avec Pierre Van Vliet. Et puis, la semaine dernière, c'était le championnat du monde de motocross et le rallye de Nouvelle-Zélande. On verra cela avec Richard Micou. Premier départ sous une pluie battante alors que les pilotes découvrent des conditions de piste épouvantables avec un tout droit pour Nicolas Minassian dès la première chicane, mais le Marseillais peut continuer. Dans le peloton, un effroyable accident va impliquer une dizaine de voitures, dont celle de Mollekens et Mazzacane, miraculeusement indemnes. La direction de course a pris des risques insensés en lançant l'épreuve sans reconnaissance préalable de la piste détrempée derrière le Pescar. Parmi les victimes du carambolage, Stéphane Sarrazin, excellent 5e aux essais, ainsi que Cyril Sauvage, qui était 16e sur la grille. Avec une visibilité à peu près nulle, la course est interrompue avant qu'un second départ ne soit donné derrière la voiture de sécurité cette fois. Nick Heidfeld et Sohei Ayari sont aux avant-postes, mais le Français, superbe vainqueur à Zellweg la semaine dernière, est cette fois très malchanceux, heurté à l'arrière par Rodriguez, avant d'éliminer Wilson dans une stupide collision qui aurait pu être évitée. La piste sèche petit à petit et peu après la mi-course, le leader Heidfeld passe au stand, mettre les pneus slick. Son équipier Nicolas Minassian, en lutte pour la 3e place dans le peloton, est malheureusement accroché par Müller, le jeune Allemand du Team Oreca. Pour les Français, c'est décidément Waterloo. Splendide victoire à domicile pour Nick Heidfeld avec plus de 30 secondes d'avance sur Jason Watt 2e et Juan Pablo Montoya finalement 3e et toujours en tête du classement du championnat. La Formule 3000 sera encore présente dans 2 semaines à Budapest en levée de rideau du Grand Prix de Hongrie. C'est la fin de cette édition d'Automoto avec le duel McLaren-Ferrari arbitré par Williams Mecachrome et les Jordan Honda qui vont bourdonner autour de ce petit monde de la Formule 1. Pierre Van Vliet, vous allez au briefing des pilotes? Non, quand même pas. Oui, c'est l'heure, c'est à 11h le briefing des pilotes. Les autres rendez-vous de la Formule 1 sur TF1 aujourd'hui, à 13h15, F1 à la une, avec une interview exclusive de Mika Hakkinen, le leader du championnat. Et puis le départ à 14h du Grand Prix le plus rapide de la saison, Jean-Louis, à condition qu'il oui, ne bien pleuve sûr. pas. Eh oui, attention à la météo, à tout à l'heure. Tout à l'heure.